Bonjour à tous, moi je m'appelle Mathieu, Mathieu Gauthier, je travaille chez Linkfluence et je suis responsable marketing, Head of Marketing Acquisition, c'est un beau mot pour dire qu'il faut générer des leads pour les équipes commerciales. Est-ce que dans la salle il y a des profils commerciaux? Cool. 3, beaucoup de marketing. Ça tombe bien parce que moi pour ma part en fait j'ai commencé mon expérience professionnelle en tant que commercial. Donc j'ai passé 6-7 ans dans des sociétés comme Dell, Oracle et aussi HubSpot pour le coup, où j'ai vendu de l'inbound marketing avant de me le vendre à moi-même et de partir en tant que responsable marketing chez Mention. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Mention. Moiti Founders, startup assez connue dans le monde de la veille. Donc c'est une solution de veille en temps réel. Donc ça vous permet de savoir tout ce qui se dit sur votre entreprise, vos produits, votre marque, vos concurrents, un sujet en particulier, votre réputation en temps réel, sur le web et les réseaux sociaux. Et aujourd'hui je suis chez Linkfluence, mais je vais vous parler principalement de Mention. Parce que c'est là où j'ai eu les problématiques, notamment de ce marketing, d'alignement marketing et commercial. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mention, en fait, ils se sont fait connaître parce que très rapidement, quand ils ont lancé leur solution, ils étaient presque les seuls sur le marché sur la veille. Il y avait quelques acteurs américains, mais en 2012, Mention s'est lancé, Linkfluence s'est lancé, Synthesio aussi sur le marché français. Mention était très fort pour fournir au départ une solution gratuite et passer de 0 à 650 000 utilisateurs aujourd'hui. Je vous dis ça parce que c'est très important pour la suite, pour le process commercial. Donc au départ, c'est de la vente transactionnelle, c'est un produit gratuit. C'est devenu un produit freemium et payant, donc il y avait de la vente transactionnelle. Et en 2015, ils ont décidé de vendre, de sortir une solution Enterprise. Donc comme vous doutez, un panier beaucoup plus cher que 30 € par mois, mais plutôt 10 000, entre 5 et 10 000 € par an. Donc de la vente complexe qui passe par des commerciaux. Et donc pour opérer cette transformation, ils ont décidé de mettre en place une stratégie d'inbound marketing et de faire l'acquisition d'HubSpot. Donc c'est dans ce contexte-là qu'ils ont fait l'acquisition d'HubSpot. Et donc quand moi je suis arrivé, le contexte c'était, donc après 1 an et demi d'HubSpot, c'est on génère des leads, on génère beaucoup de leads, 800 leads par mois rien que pour le contenu, c'est génial. Par contre on n'en convertit pas assez en clients. Donc pas en vente transactionnelle et on en convertit, mais en vente complexe. Donc on a beaucoup de leads, mais le problème c'est la qualité des leads. Donc je suis arrivé dans un contexte où il fallait refaire un audit de tout ce qu'il y avait en interne, que ce soit les process commerciaux, mais aussi comment était configuré HubSpot, le contenu, est-ce qu'il était adapté aux personas d'ailleurs, est-ce que c'était les bons personas, tout ça pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionnait pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je n'étais pas seul dans ce cas-là. Un des principaux challenges, c'est la qualité des leads pour les entreprises. Donc une fois que vous avez mis en place l'inbound marketing avec HubSpot ou non, et que vous commencez à générer des leads, vous allez vous poser ces questions, si ce n'est pas déjà le cas et si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je n'ai pas cité HubSpot, c'est discover.org. Je vais essayer de ne pas trop dire le mot HubSpot aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais essayer de ne pas être théorique du tout, mais uniquement dans la pratique, retour d'expérience chiffré, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce que personnellement, moi, je déteste les présentations, et j'en vois beaucoup de présentations américaines où on va sortir beaucoup de bullshit théorique, mais il n'y a pas beaucoup de pratique derrière, on ne sait pas comment l'appliquer. Donc moi, je vais vous donner ce que j'ai appliqué, et je suis sûr que vous aurez des idées sur comment l'améliorer. Mais le but, c'est qu'on soit vraiment sur un retour d'expérience. Quand j'ai commencé, d'ailleurs, on a 3 quarts d'heure, ok. Quand j'ai commencé chez Mention, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en fait tout simplement le funnel pour essayer de déceler si effectivement par rapport à l'a priori de ce que j'avais eu du CEO, de l'équipe marketing, où se situe vraiment le problème en termes de data, en termes chiffrés. Donc j'ai regardé qu'on avait beaucoup de visiteurs en un quarter, en un trimestre, pardon, 100 000 visites, c'est très bien. Mention, comme je vous l'ai dit juste avant, ils ont énormément d'utilisateurs, donc il y a beaucoup de visites, mais c'est aussi beaucoup pour le produit. Donc 100 000, c'est énorme, mais il faut remettre les choses dans le contexte. 700 leads par mois, super, 300 demandes de démo par mois.
À un moment donné, tu vois 19 opportunités, 3 clients, 300 démos, 3 clients, tu dis qu'il y a peut-être un problème. Donc tu dis soit c'est les commerciaux, soit c'est le marketing, soit c'est les deux, mais il va falloir trouver ce qu'il y a. Donc très rapidement, c'est donner des objectifs. Donc, les taux, en fait, c'est ce qui correspond de visiteur à lead. Donc de visiteur à lead, on a 2%. De lead à SQL, d'ailleurs je ne l'ai pas nommé, mais SQL, pour Mention, c'est MQL en gros, c'est des demandes de démo, des demandes de contact. 2%, c'est la moyenne dans l'industrie, c'est 1 à 3%, ça ne m'a pas choqué. Là, c'est assez subjectif, hein. C'est moi qui pense que c'est bon. 2000 leads, je trouve que c'est pas mal par rapport à 100 000 visiteurs. Oui, on peut être à 5-10%. Nous, on est sur une thématique réseaux sociaux, veille, où il y a énormément de contenu. C'est principalement pour le marché américain. Donc la logique inbound, laisser son email, les gens la connaissent très bien. Donc ils ne vont pas forcément toujours laisser leur email. Et quand je mets une croix rouge là, c'est que presque 1000 demandes de démo et de contact et 19 opportunités qui viennent du contenu, je me dis qu'il y a forcément un problème ici. Parce que j'aimerais bien que ce soit plutôt à 10% minimum, donc 3 fois supérieur. Ça, c'est ce que je me suis donné comme objectif 2 mois après. Donc, je suis arrivé fin mars. À partir de juin, c'est ce que je me suis donné comme objectif, c'est qu'on passe de, ce que je vous ai montré avant, c'est sur un trimestre, par mois, qu'on passe de 6 clients, donc de 3 clients sur un trimestre, 1 client par mois, à 6 clients par mois, concrètement. C'est clair? Ok. Et donc pour faire ça, ce que je me suis dit à partir de juin, c'est que je vais suivre très simplement dans un Google Sheet et voir pour mon funnel, j'aurais pu le faire dans HubSpot, dans le reporting, hein, ou dans un autre outil, mais j'ai voulu suivre très précisément par rapport à mes objectifs, mes pourcentages, si j'allais les suivre ou pas. Et donc, ça c'était une analyse chiffrée pour vraiment comprendre ce qui se passe en termes de données, mais j'ai commencé par faire une analyse client pour savoir si nos personas étaient bons. Parce qu'en fait, ils avaient créé des personas en 2015, ils avaient créé une stratégie de contenu depuis 2015, mais j'ai souhaité analyser les clients pour voir si 2 ans après, les clients correspondent bien aux personas. Chose que vous pouvez faire d'ailleurs, même si vous n'avez pas créé vos personas. Donc c'est très simple. J'ai regardé les données qu'on avait dans notre CRM Salesforce. J'ai regardé l'industrie, j'ai regardé les rôles les plus représentés, j'ai regardé la taille d'entreprise, le pays, chose très simple, hein. La première raison pour laquelle j'utilise notre outil, la deuxième raison, etc. Et j'ai fait une analyse chiffrée qu'on peut voir ici, que je vous ai représenté très rapidement, pour voir qui est-ce qui était le plus représenté. Et je m'en suis servi en fait pour bâtir les personas. Et comment est-ce que j'ai fait pour bâtir les personas? Les personnes qui ont les bonnes réponses dans la société, ce n'est pas toujours le marketing pour savoir quels sont les challenges des commerciaux. Et je vois un an. Et j'ai été commercial auparavant. Donc il n'y a rien de plus insupportable pour un commercial de voir un responsable marketing qui ne comprend pas les enjeux des clients. Donc vous verrez que pendant toute la présentation que je vais vous montrer, à chaque fois j'ai fait appel aux commerciaux pour m'aider sur la plupart des problématiques, que ce soit de contenu, de persona ou autre. Pour les personas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé de mon côté, mais je me suis gardé pour moi cette analyse. Donc j'ai regardé, j'ai vu qu'on avait plus d'éditeurs de logiciels, qu'on avait plus de clients aux États-Unis, ça on le savait déjà, que la taille d'entreprise la plus représentée c'était celle-là, etc. Et ensuite, j'ai fait un workshop avec les commerciaux, donc ceux qui closaient, qui faisaient vraiment closing de business, les account managers, c'est-à-dire les personnes qui suivaient nos clients, donc il n'y a rien de mieux pour avoir des insights, des retours, et l'équipe marketing. Et comment est-ce que j'ai fait avant en fait, on a fait une réunion, mais 2 semaines avant, je leur ai envoyé quelque chose de très simple. Je leur ai envoyé 4 slides, et je leur ai dit, chacun de votre côté, je ne veux pas que vous le fassiez ça ensemble, chacun de vos côtés, remplissez 4 slides, redonnez-les-moi et je vais les compiler. C'est ce que j'ai fait. Parce que je voulais vraiment avoir l'avis de chacun. Et en général, quand tu fais une réunion sur les personas et que tu impliques tout le monde, il y a des personnes qui vont suivre un peu la majorité, c'est un peu comme de la politique. Et donc, j'ai fait exprès de donner un exemple de persona qui n'avait aucun rapport avec notre business. Parce que si je donnais le marketing Marie d'HubSpot, je l'ai encore dit 2 fois,
ils allaient forcément me donner le même persona avec les mêmes challenges qu'on peut voir sur HubSpot. Ils n'allaient pas réfléchir d'eux-mêmes. Donc j'aurais dit, imaginez, on vend une solution RH. Le profil type, c'est ça. C'est telle personne, ses objectifs, ses challenges, et elle aime notre solution, et voici pourquoi elle aime notre solution. Donc je vous demande de remplir 3 personas, et le 4e, c'est un négatif persona. C'est la personne que vous détestez avoir au téléphone. C'est la personne qui ne va jamais closer concrètement. Ça, c'était super important pour savoir qu'est-ce qu'on ne veut pas générer comme lead. Quels sont les mauvais leads. Et donc, ils les ont tous remplis, ils m'ont tout renvoyé. On a fait une réunion et moi, j'avais compilé, j'avais regardé quels étaient les objectifs qui revenaient le plus souvent, quels étaient les challenges qui revenaient le plus souvent et pourquoi ils achèteraient notre solution. Et donc, on est arrivé sur ces personas. Et c'était marrant de voir qu'en fait, le marketing n'avait pas forcément la même image que les sales sur les personas. Et donc, on s'est mis d'accord. Donc, je leur ai dit, voici ce que j'ai trouvé, voici ce qu'on peut mettre en commun. Est-ce que vous êtes d'accord? Le but de la réunion, c'est qu'on tombe d'accord sur 3 personas et un négatif persona. Donc, on est tombé sur Agency Alan, un directeur d'agence qui met en place de la veille pour ses clients, telle taille d'entreprise, je vous passe les détails. Et un négatif persona, c'est la personne typiquement qui est très geek, qui est très en avance, qui sait ce que c'est les réputations, qui travaille dans une start-up de 4 personnes, mais qui ne pourra jamais mettre 10K dans les réputations. Et ça, on en générait beaucoup. Donc ça, c'était le problème. C'était un des problèmes. J'ai regardé aussi les outils, parce que pour savoir la qualité des leads, il faut aussi regarder où est-ce que vont les leads, comment est-ce qu'ils sont traités par les commerciaux. HubSpot en marketing, Salesforce en CRM, pour info. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on utilisait beaucoup d'outils, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement ce que je me suis rendu compte, et je vous conseille de le faire, c'est qu'entre le moment où un lead était généré de demandes de démo et le commercial le recevait et qu'il était assigné dans Salesforce, parce qu'il y avait plein de règles, ça mettait 20 minutes. Donc là, et en fait, personne ne s'en rendait compte parce que le marketing voyait ces leads qui tombaient et les sales, ils recevaient des leads. Donc finalement, ils ne voyaient jamais que ça mettait 20 minutes pour assigner un lead. Mais je vous laisse imaginer qu'une personne qui rentre une demande de démo chez nous et chez le concurrent, le premier qui va répondre, en général, il a 50% de chance de gagner s'il répond en premier. InsideSales.com, qui est une très belle boîte d'ailleurs que je vous conseille de regarder, un des directeurs d'HubSpot qui est parti là-bas, à San Francisco, c'est pour la partie sales automation pour les 3 personnes qui ont plus un profil commercial. Donc on s'est donné un objectif très simple, c'est de descendre de 20 minutes à 2 minutes, le moment où une personne demande une démo, jusqu'à ce qu'elle soit assignée au commercial et qu'il puisse la traiter. Ça, c'était plus pour la partie outils. C'était très simple de générer du lead, mais aussi parce qu'on ne posait pas beaucoup de questions. Et étant donné qu'on générait beaucoup de leads, le but c'était de segmenter au maximum. La prochaine étape, c'est très simple. Et je vous ai fait un screenshot sympa, c'était de poser les questions dans la Smart Queue. Une fois qu'on connaissait prénom, nom, email, etc., la personne qui retéléchargeait un e-book ou un webinar ou une demande de démo, on lui posait d'autres questions, et pas juste prénom, nom, email. On lui demandait, est-ce que vous utilisez un logiciel de monitoring gratuit, payant, etc. Quelle est votre taille de société, où est-ce que vous êtes localisé? Tout ça pour voir si ça colle bien dans nos personas très rapidement, même s'il n'a pas demandé une démo. Donc plus de questions, bien évidemment ça diminue le nombre de leads, mais après on peut davantage segmenter, personnaliser comme disait Cindy juste avant, et davantage qualifier et savoir si c'est une agence ou non, pour nos personas, quelle industrie comme je viens de dire. Mise en place de call to action, de smart call to action intelligent, donc s'adapter au parcours d'achat. S'il montre à chaque fois le même e-book sur 15 articles de blog et que la personne l'a déjà téléchargé, vous vous doutez bien qu'en termes d'expérience prospect, pour le coup, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas top. Et vous, votre but, c'est qu'il consomme le plus de contenu possible. Donc on est passé par ça, et en fonction des étapes, on montrait une demande de démo si la personne était déjà suffisamment loin
dans le parcours d'achat. On a fait aussi, ça c'était une remontée des commerciaux, c'était la demande d'une vidéo, une petite vidéo de démo d'1 minute qu'on puisse utiliser dans le process commercial comme dans les pages au niveau marketing. Donc on a fait une vidéo très simple qui s'appelle What is Mention, une vidéo d'1 minute et qui décrivait très simplement en fait quelles étaient les problématiques et comment est-ce qu'on y répondait dans la solution. On l'a mis en place, donc les commerciaux pouvaient l'envoyer quand ils voulaient pour ne pas repitcher à chaque fois qu'est-ce que la solution, etc. Donc ça c'est très simple. Et nous on l'a utilisé aussi à différents endroits, donc on l'a utilisé sur le site. J'ai fait un test sur la demande de démo, donc j'ai fait un A/B testing et j'ai mis donc dans la première demande de démo, il y avait juste une image avec un écran classique, un MacBook et un screenshot de notre produit. Et j'ai fait un A/B testing en mettant la vidéo démo pour voir si on allait générer plus de leads qualifiés. Et pour le coup, pas forcément. On a généré à peine moins de leads, mais ils n'étaient pas forcément plus qualifiés. Donc ça, c'est quelque chose une ressource qui a bien été utile pour les 16, mais au final qui, moi, m'a pas servi parce que ça n'a pas augmenté mon taux de conversion. En tout cas de lead à client. Et chose très importante en fait, pour faire du marketing, c'est de voir avec les commerciaux quelles ressources ils ont besoin. Parce que la plupart du temps, en fait, vous allez vous concentrer sur créer des e-books, créer des webinars et autres, mais vous n'allez pas forcément vous concentrer sur du contenu qui peut aider les sales à closer. Et ça, c'est une des premières choses sur lesquelles moi je me suis attelé parce qu'on avait déjà des e-books et des webinars. Et pour le coup, j'avais été commercial avant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, ça ressort mal, mais la présentation de démo PowerPoint, elle n'était pas forcément adaptée. Donc je les ai aidés à recréer une nouvelle présentation de 30 slides pour les démonstrations. Ce que je me suis rendu compte aussi en analysant le process commercial, c'est que de 1, les commerciaux ne qualifiaient pas toujours énormément et qui passaient directement à la démo produit. Parce que c'est quelque chose en fait en tant que commercial où on se rattache très vite. Quand on est au téléphone avec un prospect, c'est assez dur de lui dire est-ce que vous êtes vraiment décisionnaire ou vous me faites croire que vous êtes juste influenceur dans le projet et en fait c'est le CEO qui décide. Ça c'est un peu dur à demander. Par contre, de lui dire que notre outil il est très bon par rapport à tel concurrent, c'est super simple à dire en tant que commercial. Et le challenge malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de commerciaux qui vont très vite passer à la démo du produit au bout de 5 minutes alors qu'ils devraient justement qualifier. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'une démo pour closer. Si vous dites ça en tant que marketing et commercial, il ne va pas toujours apprécier, mais c'est la réalité. Donc on a beaucoup retravaillé là-dessus. On a travaillé aussi sur la qualification, en fait, sur les questions de qualification, sur les objections qu'ils avaient. On a retravaillé ensemble pour être sûr qu'ils posent les bonnes questions pour répondre aux besoins. Je rejoins encore ce que disait Cindy tout à l'heure. Vraiment répondre aux besoins du client et arrêter de pitcher une solution pour laquelle ils n'en ont peut-être pas besoin. Et quand on parle de vente consultative, pour ma part, mon expérience, moi je n'hésitais pas en fait à renvoyer vers un concurrent type Marketo, type ExaTarget, Marketing Cloud quand je voyais que ce n'était pas un bon fit pour HubSpot. Parce qu'en fait, 6 mois après ou 1 an après, la personne allait peut-être churner. Et déjà, de une, j'allais perdre une partie de mes commissions. Ça, c'était un peu chiant en tant que commercial. Mais surtout, on n'apporte pas de valeur. Et si on n'apporte pas de valeur, à la limite, on ne sert plus à rien, autant tout automatiser. Donc, pour finir sur ce point-là, présentation de démo, one-pager, c'est une demande qui m'était fait des commerciaux. C'est une présentation de démo de 30 slides, c'est super bien quand on fait une démo. Mais des fois, en fait, la personne n'est pas intéressée tout de suite et elle veut juste recevoir la brochure. Est-ce que vous avez une présentation? Et là, on veut lui envoyer une page. On n'a pas envie de lui envoyer 30 pages parce qu'on ne lui a pas donné énormément d'informations, on ne sait pas qui c'est. Donc là, c'était une page qui décrivait les challenges, les solutions, très simplement. Le dernier point, c'était Competitor Battle Cards. Je suis désolé, il y a beaucoup de termes anglais dans ma présentation, mais il y avait des personnes anglaises dans mon équipe, en tout cas natives anglaises, et aussi dans l'équipe commerciale, donc la plupart du temps on parle en anglais. Mais des fiches comparatives concurrentielles
c'est une demande qui m'a été faite par les commerciaux de créer en fait un document pour chaque concurrent, en tout cas les principaux concurrents, de comment est-ce qu'on se différencie par rapport à eux, qui puissent envoyer aux prospects. Donc ça, attention à ça, c'est très challenging. Faut vraiment faire attention à ce que vous dites. Et en fait, en général, quand vous allez parler du concurrent et que vous allez dire « il fait pas ça », ben en fait, 6 mois après, il aura changé et ce sera plus à jour. Donc du coup, et pour le coup, moi je le vivais, ça m'est déjà arrivé de perdre un deal en disant en tant que commercial, bah non mais ça ils le font pas, bah si ils le font, ah d'accord, voilà, au revoir, deal perdu. Ce qu'on a fait en fait, c'est que je me suis concentré sur à la fois nos forces et leurs faiblesses. En fait, leurs faiblesses, je les ai tournées en force pour nous. Exemple, tel concurrent n'avait pas d'application mobile. Bah, la première slide, pourquoi choisir mention, bah, la première chose c'était on a une application mobile. Mais on ne disait pas qu'ils n'en avaient pas, parce que si ils en avaient 6 mois après, bah, c'est pas grave, on en avait une aussi. Et ça a été très utile pour aider les 16 à mieux closer justement. On a fait aussi des success stories, enfin des témoignages clients sur cette partie-là. Juste une chose à vous dire, donc là je me suis aidé des account managers. Et moi mon but c'était qu'on ait des pages de témoignages clients et pas juste des PDF, des pages sur le site. Et je voulais qu'on en ait 20 nouvelles en 3 mois, c'est assez difficile. Donc rien de plus simple, on a fait une incentive avec les account managers. Et ce que je leur ai dit c'est je vous donne 250 € de cartes cadeau Amazon sur ce mois et sur le mois prochain pour le premier qui me trouve le plus de témoignages clients sur des clients que je vais pouvoir interviewer. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait, on a eu à peu près une quinzaine au final de nouveau sur notre objectif de 20. Mais il y a 2 choses qui sont intéressantes dedans, c'est que de 1, quand tu es commercial, très rapidement, donc il faut mettre des URL très simples, je sais pas, le nom de votre société, /client, /L'Oréal. Comme ça, un commercial peut très vite retomber dessus ou un prospect. Et donc ça sert à la fois pour le pitch commercial, pour le commercial qui va parler pendant une démo et qui va montrer un cas client et quelles étaient leurs problématiques. En France, les gens adorent s'identifier à d'autres clients. Vous n'avez pas le client qui est exactement comme moi à Bordeaux, qui fait du vin et qui est dans une taille d'entreprise de 10 à 50 et qui a eu telle problématique il y a 3 mois et demi. Oui, il est là. C'est un peu ça l'idée. Et donc, ça sert à la fois au process commercial, mais le fait de faire des pages sur votre site, c'est surtout pour du tracking et pour après mettre en place des workflows. Exemple, une personne qui a téléchargé un e-book et qui a vu tel case study, eh ben, je peux le renvoyer à mon commercial pour qu'il le rappelle. Juste pour info, sur la partie contenu, c'était on a parlé tout à l'heure, sur la partie contenu, pour avoir beaucoup de contenu très rapidement, je me suis aidé des commerciaux on avait beaucoup de contenu en anglais, d'articles en anglais, pour qu'ils traduisent chacun un article en français. Et on a fait ça tous sur une demi-journée, plutôt que de l'avoir sur 6 mois, on l'a fait sur une demi-journée. En une demi-journée, j'en ai eu 15. Avant de faire ça, ce que je disais, c'est que j'ai vraiment expliqué à mes collègues commerciaux l'intérêt de la création de contenu, de la génération de leads, même s'ils connaissaient déjà bien l'inbound. J'aurais dit très simplement, tu veux des leads plus qualifiés, tu veux plus d'argent tous les mois, bah aide-moi, c'est très simple, tu vas m'aider à créer du contenu. Donc que ce soit article de blog ou webinar, je pense qu'il n'y a rien de mieux que les commerciaux. C'est eux qui ont les meilleures réponses sur les challenges de vos prospects et de vos clients. Donc encore une fois, aidez-vous des commerciaux pour cette partie-là. Sur la présence en ligne et sur l'aspect encore une fois compétitif, sur les différentes plateformes de review, d'avis en ligne, tout dépend de votre industrie, mais en tout cas sur l'industrie logicielle, les plus connus c'est G2Crowd, GetApp, Capterra, TrustRadius, il y a AppVisor maintenant en France. Il y en a beaucoup. G2Crowd pour le coup c'est le leader américain, en tout cas pour les solutions anglaises. Nous on générait des leads pas que pour la France, donc ça avait vraiment de l'intérêt. On avait 70 avis, on se faisait démonter par nos concurrents, on n'avait pas forcément des bonnes notes. Donc on a fait une campagne justement pour obtenir plus d'avis sur G2Crowd et pour être mieux placé. En
En fait, G2Crowd nous envoie des leads, hein, pour info. C'est-à-dire que dans G2Crowd, on peut demander, on peut avoir une demande de contact, une demande de démo. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, bonjour, sur G2Crowd, donc c'est payant, mais il y a une version, vous pouvez gratuitement, si vous souhaitez, dans l'application, importer une liste de vos utilisateurs ou de vos clients, et ils vont envoyer directement une campagne, donc ils vont le faire avec vous gratuitement, ils vont envoyer directement une campagne à vos clients, et ils proposent, en fait, en général, ils vous donnent un budget de 500 $ de carte Amazon. Donc nous, ce qu'on avait fait pour la première campagne gratuite, c'est qu'on donnait 20 $ aux 30 premiers, et ce qui nous a permis d'avoir, on a fait 2 campagnes en tout, une campagne gratuite et ensuite payante. On est passé de 80 à 300 avis très rapidement, on est passé de la 15e position à la 4e position. On a eu inévitablement beaucoup plus de leads sur une plateforme qui est très utilisée, surtout encore une fois aux États-Unis et en Angleterre. Quora, je ne sais pas si, j'imagine que là, beaucoup connaissent. On avait beaucoup de questions, et là ça rejoint un peu du gros hacking, mais on avait beaucoup de questions sur nos concurrents, sur lesquels on ne répondait pas. Donc, d'ailleurs, tapez-le, même pour vous, votre solution, quelle est une alternative à, et vous mettez votre solution, vous regardez s'il y a des questions Quora. Répondez-y, même si c'est votre société. Nous, c'est ce qu'on a fait. Là, vous voyez un exemple où j'ai répondu, justement, où mettez bien des screenshots de votre solution et autres. Et nous, ce qu'on faisait, en fait, c'est chaque fois qu'on répondait à une question Quora, après, j'allais voir tout le monde en interne, que ce soit du sales au dev, et je leur disais « upvote, s'il te plaît, upvote, clique là, voilà. C'est bien, maintenant on est premier. » Et là, en fait, Quora, c'est devenu vite un très bon site de référal avec des leads ultra qualifiés. C'est-à-dire qu'on n'avait pas énormément de leads qui convertissaient de Quora, mais en général, les leads, c'était tout de suite des demandes de démo. Ce qui peut paraître évident parce que quand on cherche une alternative à notre concurrent, c'est qu'on est déjà équipé, qu'on veut changer, qu'on a un budget et que c'est maintenant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc on avait des très bons leads de Quora, donc je vous le recommande. Quora est maintenant en français depuis l'année dernière. Et donc il n'y a pas énormément de questions. Mais nous non plus, en fait, il n'y avait pas les questions sur tous nos concurrents. Et d'ailleurs, on peut créer des questions anonymes sur Quora. Du coup, j'étais commercial avant. Donc j'ai créé des questions anonymes sur nos concurrents et j'étais le premier à répondre à chaque fois. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Et à chaque fois, on upvotait. On avait un concurrent d'ailleurs où la personne, il y avait une personne de marketing où son seul rôle, c'était de passer sa vie sur Quora. C'est vraiment du business Quora. C'est pas juste un site, c'est comme G2Crowd, quoi. C'est pas juste un site d'avis ou un site de questions, le Yahoo de l'époque. Ça a très bien marché pour nous en termes de qualité des leads. Lead scoring, et Nicolas, je viens à ton point. Sur le lead scoring, en fait, on a regardé ce qui closait le plus. Et même par rapport à nos personas, on a été assez précis. En fait, on a fait très simplement deux listes de leads, 2 types de leads, les hot leads et les warm leads. Donc les leads très chauds et les leads chauds. Là, je vous donne juste des exemples que vous pouvez remettre en place, mais vous, ce sera différent en fonction de vos critères. Donc de 1, le lead scoring, mettez-le en place avec les commerciaux. Essayez pas vous-même, parce que vous ne saurez pas qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'un bon payé, qu'est-ce qu'une bonne problématique. Il n'y a rien de mieux que les commerciaux, encore une fois, pour y répondre. C'est ce qu'on a fait. Et donc, en mettant en place ce lead scoring, la chose d'après qu'on a fait, c'est mettre en place des SLA au niveau marketing et sales. Donc, pour ceux qui ne savent pas, SLA, là j'ai repris une slide HubSpot, c'est un contrat cadre entre marketing et commercial pour justement travailler en bonne intelligence. Il peut y avoir différents types de SLA. Nous, ce qu'on a mis en place, c'était par rapport à la rapidité pour laquelle il fallait que les personnes répondent et le nombre de fois que les commerciaux devaient appeler. Et au niveau marketing, c'était des critères liés à la qualité des leads. Juste m'expliquer 2 secondes, mais choisissez des SLA qui sont pertinents par rapport à votre problématique actuelle. Mais ça ne veut pas dire que les SLA ne doivent pas bouger. C'est-à-dire que nous, nos SLA, on les revoyait tous les mois. On a fait une réunion ce marketing où il y avait les équipes marketing commerciales, chose de basique, mais on les revoyait. En fait, ils ont évolué au fur et à mesure du temps. Mais si je dois vous donner des exemples, nous, nos SLA au niveau marketing, et on a signé un contrat,
c'est assez marrant. C'était les fake contacts. Donc des fois, les commerciaux connaissent ça bien. Des fois, il y a des leads qui vont remplir des mauvaises informations et au final, tu ne peux pas le contacter. Et donc, nous, il fallait que ce soit inférieur à 5% pour tous les leads. S'il n'y avait pas de numéro de téléphone, parce que parfois, dans certains formulaires, on n'avait pas, il fallait que ce soit égal à 0. Donc, il fallait qu'on ait tout le temps le numéro de téléphone. Et fallait que, concrètement, la raison unqualified, c'était pas un bon lead, il fallait que ce soit inférieur à 30%. Côté sales, très simple, les hot leads, fallait qu'ils soient appelés dans les 24 heures. Ça peut vous paraître 24 heures, vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'ils font quoi. Mais non, en fait, ils recevaient énormément de leads, surtout au niveau du trial. Les essais gratuits, il y en avait 10 000 par mois, donc ils avaient énormément de travail. Et donc 24 heures, c'était déjà assez challenging et il fallait qu'ils les appellent minimum 5 fois en 10 jours. Les leads les plus chauds, je m'amuse à créer une vraie stratégie pour t'amener des leads qualifiés, mais si tu ne les appelles pas 5 fois en 10 jours, ça va mal se passer, quoi. Et on avait une réunion, il y avait notre CEO et il y a eu un premier recadrage et après ça allait très bien, quoi. Donc le CEO, il est justement là pour ça, ou le directeur commercial.